Donc repartir à l'antenne, prendre notre première invitée politique. Nadia Naman, donc en direct. Bonjour Nadia. Bonjour aux auditrices et auditeurs de FIM FM que je suis très ravie de retrouver. Bienvenue dans cette émission Mirador. Garay Girassi. Oui, nous commençons par cette question. Est-ce que, tout d'abord, l'État est-il moins personnalisé aujourd'hui ? Au regard des engagements du président de la transition le 5 septembre dernier, donc qui a dénoncé les erreurs du passé, et parmi ces erreurs, il dénonçait la personnalisation de l'État. Écoutez, moi je pense que puisqu'il s'agit de se poser la question de savoir où en sommes-nous par rapport aux engagements du CNRD, pour faire le bilan de la jeune Guinéen, c'est très simple, c'est une question de méthodologie. On va partir des engagements pris, comme vous le disiez, éviter les erreurs du passé et de leur réalisation. Donc aujourd'hui, quel est le constat que le Guinéen fait? C'est celui d'un contraste saisissant, d'une contradiction flagrante entre les discours passés et les actions présentes. Donc si l'on s'intéresse au discours du colonel Doumbouya qui nous parlait d'améliorer la situation sociopolitique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, le piétinement des droits des citoyens, l'instrumentalisation de la justice, eh bien on ne peut pas dire que l'État est dépersonnalisé. Bien au contraire, on assiste sous le magistère du CNRD à une hyper-présidentialisation du régime. Une hyper-présidentialisation du régime. Ah oui, tout à fait, une hyper-présidentialisation. Et je m'explique, mes chers. Oui. Cette hyper-présidentialisation réduit au statut d'assujetti le gouvernement, le CNT et les organes judiciaires. Et comment se manifeste-t-elle? Par une concentration des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires dans les mains du CNRD. Les militaires décident de tout seuls, sans concertation aucune, si bien vous l'aurez remarqué que leurs plus fidèles soutiens se mettent même à dénoncer la gestion autoritaire et unilatérale de la transition, de même que le manque de visibilité. Donc je pense que pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, si je prends les 84 articles qui sont constitutifs de la charte de la transition unilatéralement adoptée et imposée au peuple de Guinée, je peux vous apporter l'assurance de trouver des violations et des contradictions à chaque article. Déjà, sur le fond et la forme, si vous permettez. Allez-y. En ce qui concerne la forme, vous savez que l'élaboration unilatérale de la charte de la transition, comment s'est-elle déroulée? Puisqu'il s'agit de passer au scanner cette gouvernance et de faire un peu l'autopsie de cette gouvernance CNRD, vous savez que la junte avait lancé des concertations du 14 au 23 septembre 2021. Elle a fixé comme date limite de réception des propositions le 25 septembre 2021. Et la jeune Guinéenne nous sort une charte datée du 27 septembre 2021. Et au préambule de la charte, elle nous dit avoir pris acte des différentes propositions et recommandations des composants des forces vives de la nation. Mais elle a un incroyable talent, parce que je ne vois pas comment en 48 heures, on peut avoir pris en compte la totalité des recommandations là. Et comme je vous le disais, bien qu'il soit fastidieux de passer en revue les 84 articles, j'aimerais que l'on s'arrête sur une violation, mais qui choque l'opinion. C'est celle de l'article 8. C'est aucune situation d'exception ne saurait justifier la violation des droits de l'homme, mais c'est tout le contraire auquel on a eu droit. Et que dire de l'article 77 qui dit que la durée de la transition est fixée dans commun accord avec les forces vives de la nation et le CNRD. Et j'en passe, et des meilleurs. On a cette désignation autoritaire des membres du CNT, le transfert au MATD de la responsabilité des membres du Conseil. Écoutez, je pense qu'on aura besoin de 3 émissions pour passer au scanner complet les multiples atteintes portées à la charte. Que dire de la réquisition illégale de l'armée par le MATD, que dire de la non-déclaration des biens du président? Vous parlez du Premier ministre Gomu. J'espère avoir le loisir aussi de donner l'avis d'une partie de l'opposition sur ce qui s'est déroulé. C'est affligeant. Mais voilà, je peux passer en revue moult violations, mais je vous laisse poursuivre sur d'autres questions et je suis très très heureuse, comme je l'ai dit au départ, de retrouver vos auditeurs. Nadia Naman de l'UFDG sur nos antennes. Emmanuel Milimono, on va progresser avec vous. Pour continuer dans la même lancée, Madame Naman, il y a également dans sa profession de foi, le CNRD avait parlé de la dépolitisation de l'administration. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, 2 ans après, quand vous regardez la situation actuelle, vous avez l'impression que cette profession de foi aussi a été réalisée ou pas?
Non, cette profession de foi a été elle a été complètement violée parce que quand on parle de dépolitisation de l'administration et de neutralité, c'est déjà l'administration est soumise à l'état de droit, aux règles de droit. Et votre question m'amène à parler de justice. Vous savez que le CNRD est la justice elle-même. Le CNRD définit le droit selon ses intérêts et ses humeurs. Et ce n'est pas moi qui le dis. Mais mes chers, c'est l'Association des magistrats de Guinée. Il faut revenir à cette excellente prise de parole devant le CNT le 31 mai dernier, où l'AMG a parlé de théâtralisation, de désacralisation, de banalisation, d'infantilisation de la justice. Donc tout ceci, c'était des termes utilisés pour décrire l'état préoccupant de nos cours et tribunaux. Donc l'engagement pris par le colonel de mettre fin à l'instrumentalisation de la justice étant leur. C'est une chimère parce que l'instrumentalisation de la justice pour servir l'agenda du CNRD a été la norme. Rappelez-vous, messieurs, qu'il s'agisse du limogeage des deux anciens ministres de la Justice, Madame Fatoumata Yarissouma, Monsieur Maître Alain Moriba Koné, des opérations montées sur la récupération des biens de l'État. Comment? Et Yaya Sow, ministre des Travaux publics, entre-temps aussi. Oui, merci de le rappeler. Puisque là, je suis essentiellement sur le plan de la justice. Merci tout de même de ce rappel. Les opérations montées sur la récupération des biens de l'État, la mise en cause du principe de la présomption d'innocence et le bâillonnement des voix contradictoires au CNRD, l'intimidation, le harcèlement judiciaire des principaux responsables politiques. Et plus grave, messieurs, plus grave, c'est le droit à la vie. C'est la répression des manifestants pro-démocratie, alors qu'on avait projeté de faire l'amour à la Guinée. Mais c'est tout à fait inconcevable de voir à quel point les droits et libertés des citoyens ont été piétinés. On va continuer. Moi, je suis même pas là aujourd'hui pour vous parler, pour vous parler de la démolition du domicile du président Cellou Dalein Diallo. Que dire des citoyens lambda qui sont expulsés de leur domicile, spoliés de leurs biens, privés de leurs droits élémentaires malgré la trêve hivernale. Ça s'est passé malgré que Charles Wright ait rappelé ce principe de trêve hivernale. Certaines personnes ont été déguerpies sans le moindre ménagement ni aucune possibilité de recours. Donc l'État censé protéger les citoyens, surtout les plus vulnérables, est devenu la cause de tous les malheurs sous le magistère du CNRD. C'est bien dommage parce que je pense qu'une autre voie aurait été possible. Cabinet Fofana pour continuer avec Nadia Naman. Oui, parce que là, tantôt vous parliez de gestion de manière globale. Est-ce qu'on peut, selon vous, aujourd'hui, 2 ans après, se dire que en termes de gouvernance, de meilleure gouvernance, les bases sont jetées et que l'on peut espérer, in fine, dans le cadre justement de la continuité de l'État, que une meilleure gouvernance continue à être vertueuse comme on nous l'a promise le 5 septembre? C'est une très bonne question, Monsieur Cabinet. Vous savez, votre question, et si encore vous le permettez, parce que je sens que l'agenda est contraint, il y a plusieurs acteurs qui sont appelés à intervenir. Absolument. Mais j'aimerais vous répondre par ceci, en vous parlant des finances publiques, parce que j'ai consulté le rapport d'exécution du budget du premier trimestre 2023, qui est disponible sur le site internet du ministère du Budget, ce qui est formidable. Bien. Donc, pour parler de gouvernance économique, je vous propose les finances publiques, les infrastructures, c'est important, parce que les esprits CNRD en font leur fonds de commerce. C'est fondamental de revenir aux infrastructures, de parler des finances publiques et pourquoi pas un petit mot sur les mines encore sous réserve de la disponibilité qui sera possible. Alors en ce qui concerne la gouvernance économique, j'aimerais attirer votre attention sur un point. C'est la baisse des recettes que l'on constate. On constate, et toujours, je vous cite, mes sources, elles sont de 2 ordres. C'est la LFI, la loi de finances initiale de 2023, et le rapport d'exécution du budget du premier trimestre 2023 que vous irez consulter sur le site ou que vos auditeurs et auditrices pourraient consulter en même temps que je parle. Il y a une baisse des recettes. On observe une baisse des recettes de moins 5% et une forte augmentation des dépenses, plus de 15% par rapport à la même période de 2022, qui nous fait passer, écoutez-moi, de 2627 milliards au premier trimestre 2022 à 3016 milliards de francs guinéens au premier trimestre 2023. Soit on a une augmentation de 389 milliards de francs guinéens. C'est extraordinaire au royaume de la refondation. Au royaume de la refondation, la situation des comptes publics est préoccupante. Et pourquoi? Parce que le rapport est exhaustif. C'est en raison notamment, si vous voulez, des dépenses, de l'augmentation des dépenses de fonctionnement portant sur les salaires, biens, services et subventions. Et celles-ci partent en roue libre, elles dérapent. Et 2 questions très simples pour les auditeurs qui nous écoutent. Qu'est-ce qui peut expliquer dans ce rapport
le poids prépondérant des salaires et traitements des militaires sur les dépenses totales du personnel de l'État. Et qu'est-ce qui explique l'augmentation faramineuse des dépenses de biens et de services en forte hausse, notamment les dépenses de carburant de téléphonie? Alors, en ce qui concerne le poids prépondérant je ne veux pas vous ennuyer avec des chiffres, mais c'est fondamental pour les militaires, parce qu'on nous parle... Est-ce que vous ne comprendrez pas cette augmentation, pardon, est-ce que vous ne comprendrez pas cette augmentation par endroit, par le renchérissement du budget du ministère de l'Agriculture, par exemple, parce que effectivement, contrairement à l'ancien régime, le CNRD nous dit qu'ils ont augmenté, mais de façon significative, le budget rien que du ministère de l'Agriculture. Donc ça peut-être par endroit expliquer cette augmentation qui ne soit pas inutile, bien entendu. Je ne le pense pas, monsieur, je vais vous expliquer pourquoi. En une minute, avant qu'on ne vous reprenne après la pause. Oui, en une minute. Oui, bien entendu. Sur un total de dépenses de personnel, quand on prend les dépenses de personnel qui reviennent à 1643 milliards de francs guinéens sur le premier trimestre 2023, ce qui est d'ailleurs en augmentation de 119 milliards par rapport au premier trimestre 2022, la part des salaires et avantages du personnel militaire représente à elle seule la moitié, soit un total de 819 milliards de francs guinéens. Comment on explique cela au royaume de la Fondation? Combien de fonctionnaires pour combien de militaires? Alors que pendant ce temps, des contractuels, comme vous le savez, tirent le diable par la queue. Les contractuels, notamment dans le domaine de l'enseignement, sont dans une précarité extrême. Donc, ils doivent nous l'expliquer. Et de même qu'au nom de la refondation, au nom de cette gouvernance vertueuse à laquelle appelle le CNRD et de cette moralisation de la vie publique, on est en droit de demander des explications au gouvernement sur l'augmentation des dépenses de carburant, d'Internet, les dépenses diverses, et même demander à ce qu'on les audite. Donc on pourra y revenir, si vous voulez, sur les infrastructures notamment, et bien d'autres questions. Je suis à votre disposition ce matin. Bien d'autres axes liés donc aux promesses données par Mamadi Doumbouya, donc le 5 septembre 2021, qui cumule donc 2 ans au pouvoir. Nadia Naman qui dresse un réquisitoire qu'on peut dire qualifié d'implacable au régime. Vous restez à l'écoute, on vous reprend après la pause, bien entendu, pour continuer Mirador. Merci de nous retrouver dans cette troisième partie de Mirador. Nous y sommes jusqu'à 12h, jusqu'à midi, mais confirme le directeur de la radio Talibé Bari et bien entendu le directeur des programmes Zakaria Kamara qui rentre d'Abidjan. Alors, on va continuer vite fait le temps d'avoir Nadia Naman, elle est en direct, donc sans transition. On reviendra sur vos messages tout à l'heure. Nadia, bienvenue une fois encore. Merci et merci aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Voilà, merci beaucoup. On continue, Talibé Bari. J'étais en train de vous prononcer sur l'état de la gouvernance qui a été prôné sur fond de lutte contre la corruption et la gabésie. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre point de vue, la lutte contre la corruption et la dilapidation des fonds publics est vraiment érigée en programme de gouvernance? La réponse est sans surprise négative, Monsieur Talibé. Et vous savez, je ne vous apprends rien en vous disant que quand on parle de gouvernance, on parle d'exemplarité. Et il y a un fait qui semble être occulté lorsque l'on parle de lutte contre la corruption au royaume de la refondation, n'est-ce pas? Ce sont uniquement les civils qui sont inquiétés. Les militaires ne le sont jamais, comme s'ils étaient des parangons de vertu, qu'on nous l'explique. Et je reviens aussi sur ce devoir d'exemplarité, si vous le permettez toujours, sur l'importance de la déclaration des biens en termes de redevabilité et de reddition des comptes. Vous savez qu'ici, on en a beau arguer de l'absence de base juridique, c'était l'argument, le pauvre argument scandé par les autorités de la transition, mais indépendamment de l'obligation légale existante en la matière, le bon sens commanderait, surtout pour des gens qui sont venus faire de la refondation et qui ont mis en prison les anciens gouvernants pour corruption et détournement de biens, de s'y atteler. Donc il ne peut pas y avoir de moralisation de la vie publique sans devoir d'exemplarité. Et je ne sais pas si je peux dire un mot sur le Premier ministre Gomu, toujours au royaume de la refondation. Allez-y. Je vous ai écouté merci beaucoup, je vous ai écouté religieusement ce matin et je pense que le Premier ministre nous a donné un contre-exemple parfait en matière de moralisation de la vie publique. C'est d'ailleurs pour ça que ça a provoqué une onde de choc terrible dans l'opinion, peu importe la séance de rattrapage laborieuse que j'ai suivie ce matin. Des questions s'imposent. Est-ce que la rénovation de son logement pour en faire une demeure digne d'un PM est une dépense prioritaire de l'État ?
qu'on nous le dise. Plus de 6 milliards de francs pour faire plaisir au Premier ministre, alors que le budget pour la sortie de la transition est loin d'être bouclé. Où sont-elles les priorités du gouvernement? Et que dire en plus du ministre de l'économie et des finances qui donne son quitus pour l'exécution d'une telle dépense, alors que des dépenses urgentes et prioritaires dans d'autres secteurs existent, d'autres secteurs qui sont en souffrance. Donc là, moi, je pense qu'il y a quelque chose, je termine là-dessus, de moralement profondément affligeant dans la mobilisation d'un tel montant, alors qu'au même moment, on demande aux Guinéens de se serrer la ceinture au point qu'il n'y a même plus de trou dans la ceinture. Ce montant de 6 milliards 107 millions, combiné au coût de la montre de Doumbouya, aurait permis de financer l'achat de fournitures scolaires pour les élèves de Conakry à l'aube de cette rentrée scolaire. Bien. Donc il faut qu'on soit un minimum sérieux. Et sur les infrastructures, je peux m'arrêter là, lancer tel un TGV, mais aussi, puisque ces infrastructures semblent être le fonds de commerce. Moi, j'aimerais. Oui, mais est-ce que vous êtes tout de même, satisfaite, oui, je veux dire, de quelques infrastructures routières qui sont faites ci et là, tout de même, Je vais vous dire une chose. Oui. Je vais vous dire une chose. Un point de vue objectif là-dessus. Oui, du point de vue objectif, parce que si vous voulez, moi j'essaie quand même d'avoir une approche fact and figures, chiffres et faits. C'est important pour ne pas insulter l'intelligence des auditeurs, parce qu'à un moment donné, il ne s'agit pas que de donner nos opinions. Nos opinions doivent être construites à partir de faits et de chiffres aussi. Alors j'aimerais m'adresser aux esprits CNRD, en toute fraternité ou en toute sororité, et aux autres promoteurs de branding machin bidule, pour leur dire d'être sérieux un court instant. Nous sommes tous des Guinéens. Nous aimons tous et chérissons ce pays de la même manière. À qui ça déplaît de voir des infrastructures sortir de terre? Personne. Si tout le monde est unanime que la Guinée a plus que besoin d'investissements importants, notamment dans les infrastructures, mais à quel prix? À quel prix cela se fait-il? Pour quel marché de gré à gré? Pour quelle dette surtout? C'est-à-dire que cette gestion-là dont on parle, la gestion du CNRD, risque de laisser une grosse ardoise de dette intérieure au président qui sera élu, et cela constituera un frein, parce que le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il engage des travaux à tout va, sans avoir les ressources nécessaires, et étant entendu que les ressources internes ne suffisent pas, et le contexte politique, la difficulté de mobiliser les fonds importants à l'extérieur, vous savez ce qui se passe à l'extérieur, guerre à l'Ukraine et j'en passe, la conséquence sera de lancer des chantiers sur la base de marchés de gré à gré surfacturés qui ne pourra pas payer, et résultat des courses, le lourd passif sera laissé au gouvernement suivant. C'est aussi ça la réalité de ces chantiers. Et j'aimerais, si vous me permettez toujours, parce que j'estime que c'est fondamental, il y a tout un narratif, tout un récit, toute une storytelling qui a été construit autour de cette transition-là, qui est basée sur la confusion. Et ça, il faut le mettre quand même au crédit du CNRD, ils sont très forts. C'est-à-dire que la confusion qu'ils entretiennent savamment depuis leur prise de pouvoir en transition et mandat. De sorte qu'ils se sont employés de manière subliminale à présenter aux Guinéens un bilan de développement en place d'un bilan de transition. Il faut revoir les priorités de la transition. Veut-on faire du développement sans les moyens ? Ou veut-on se concentrer sur la vocation première d'une transition? Et j'aimerais aussi que l'on se pose la question de savoir, vous êtes interrogé, j'en suis certaine, pour des avis, des esprits avisés comme les vôtres, au royaume de la Fondation, que cache au fond cette ambition démesurée en investissement? Je vais vous dire une chose. L'ambition, selon eux, c'est de mettre les bases d'un développement que d'autres régimes vont poursuivre. Éventuellement, votre régime, si c'est vous qui remportez l'élection à venir. On va continuer logiquement sur l'aspect politique avec, bien entendu, Ibrahim Alain Konsouma qui a des questions. Oui, l'agenda politique de la transition, moi je m'y intéresse en posant cette question, madame. À qui pourrait incomber la responsabilité de l'impossible mise en place d'un véritable cadre de dialogue? C'est une très bonne question, Monsieur Souma. Alors déjà, j'aimerais que l'on se pose une question toute simple. Enfin, que l'on fasse un rappel qui me semble opportun. Qu'est-ce qu'un dialogue? Un dialogue n'est pas une réunion de masse, un séminaire ou une conférence. C'est pour ça qu'il est fondamental de définir un schéma, un cadre de dialogue qui puisse être mis en place afin de permettre aux différents protagonistes, aux différents acteurs de la vie politique de discuter d'égal à égal, face à face et surtout de trouver un accord sur les points conflictuels.
En 2 ans au pouvoir du CNRD, on s'est heurté à un refus catégorique de leur part d'organiser un dialogue politique crédible qui puisse conduire au retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez, ils sont passés d'une proposition dans le cadre de concertation à une proposition de dialogue interguinéen qui a pris la forme d'une validation de chronogramme de transition imposée par le CNRD. Et je vais vous faire sourire, mes chers, on dénomme dialogue inclusif un simple atelier de validation des décisions du CNRD. Et surtout, ce qui est très... on devrait en pleurer plutôt qu'en rire. On recourt au terme inclusif là où une simple minorité se retrouve pour s'accorder que ses membres étaient déjà d'accord avant même de se réunir. Mais soyons sérieux. La JET, elle a vraiment un incroyable talent et je pense que s'il existait un Nobel de manœuvre dilatoire, elle aurait remporté haut la main. Donc, il n'y a pas de projet de constitution. Aujourd'hui, qu'en est-il? Il n'existe pas de projet de constitution. Pas de code électoral, pas d'organe de gestion des élections, ni d'opérateur technique, ni de fichier électoral. Donc la junte est préoccupée à lancer, inaugurer des chantiers ci et là, plutôt que elle est plus occupée, à inaugurer ces chantiers et à sévir contre les acteurs qui dénoncent sa gestion unilatérale de la transition, plutôt qu'à préparer les élections. Donc voilà, on pourra parler des 600 millions, il y a autant de sujets, mais évidemment, nous, ce que l'on demande, et c'est important aussi, je pense que c'est important de dire que le CNRD doit ouvrir un dialogue avec les forces représentatives du pays. Il n'est pas possible d'exclure 95% de l'électorat de ce pays. Et je pense que, et là j'ai des suggestions, il faut qu'on sorte la Guinée de cette période d'exception entamée le 5 septembre 2021, c'est fondamental. Bien. Trop de souffrance, il n'est pas possible de poursuivre comme ça. Nadia Naman, chef de cabinet donc du président de l'UFDG, Yara Guérassi pour continuer. Alors, madame, comment évaluez-vous l'exécution du chronogramme de la transition 8 mois après son entrée en vigueur? Est-ce que vous, tout comme plusieurs acteurs sociopolitiques, entrevoyez un glissement de calendrier? C'est une très bonne question, Madame Diarra, et je vous en remercie. Je pense que déjà, concernant les 10 étapes du chronogramme imposé par le CNRD, aucune étape n'a été complètement exécutée. Depuis 2 ans, la junte est en phase préparatoire, elle multiplie ateliers, voyages, team building, consultations populaires, comme ce fut le cas avec l'élaboration de la nouvelle constitution. Rien, absolument rien n'a été mis en place pour l'organisation des élections censées mettre fin à cette transition pour que la Guinée puisse... on est en droit, nos compatriotes sont en droit de voir le développement économique et d'aspirer à vivre dans leur pays. Donc rien n'a été fait pour l'instant. Nous en sommes à la case départ, à moins de renoncer aux étapes 1 et 2 liées au recensement et d'engager immédiatement la révision du fichier électoral et la mise en place de l'OGE. On voit mal comment organiser les élections fin 2024. Donc nous avons des solutions à l'UFDG, à l'ANAD, parmi les forces vives de Guinée. Il serait, madame, pour nous permettre de sortir de ce régime d'exception, il faut sortir le RGPH et le RAVEC du chronogramme et opter pour une révision classique du fichier. Ça se fait partout en Afrique. Le Nigeria l'a fait récemment. Et renoncer à faire organiser les élections par le MATD. En parlant de RAVEC, en conformité avec les normes de la CE. Oui, allez-y. En parlant de RAVEC, cabinet, justement, à une question, la question suivante là-dessus, du RGPA, c'est du RAVEC, bien sûr. Et justement, est-ce que vous pensez possible de générer le fichier électoral à partir du RAVEC? Parce que c'est ce qui est mis en avant par les autorités de la transition en expliquant un peu l'opportunité de faire tenir le RAVEC. Vous savez, monsieur, dans un mémorandum qui n'a pas été rendu public à la presse, dans un mémorandum que les forces vives ont adressé à la CEDEAO le lendemain de la conclusion de l'accord dynamique d'octobre 2022, les forces vives de Guinée avaient exprimé de fortes réserves quant à la faisabilité dans le délai imparti de 24 mois. Dans le délai imparti de 24 mois, pardonnez-moi, de 2 longues et dispendieuses et coûteuses opérations que sont en l'occurrence le RGPH et le RAVEC. Donc ça ne nous permet pas, je pense pas, je me suis intéressé relativement récemment, j'ai eu très peu de temps pour entrer dans les détails, au projet Enabel.
qui est un projet de constitution de l'état civil qui couvre uniquement 10 communes. En 3 ans, ce projet n'a même pas connu de dénouement. Donc, je vous laisse imaginer la généralisation en quelques mois du RAVEC sur toute l'étendue du territoire national. Combien de temps faut-il pour avoir un extrait de naissance en Guinée, une carte d'identité nationale? Donc, je pense qu'à un moment donné, il est fondamental de ne s'en tenir uniquement qu'aux actions indispensables à l'organisation d'élections crédibles et indispensables. Pardonnez-moi, crédible et inclusif, plutôt dont les résultats seraient acceptés par tous les Guinéens. C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas réaliste et ce n'est pas de bonne foi. Oui, mais est-ce que pour autant, Madame Nadia, est-ce qu'il faudra pour autant dire que c'est pas la peine de faire en fait le RAVEC? Je veux dire que l'opportunité de le tenir maintenant, ou plutôt votre problème, c'est le fait que l'on arrime ça à l'idée d'extirper le fichier électoral. Le fichier électoral. Mais écoutez, le RAVEC, c'est très important, monsieur. Ce serait de mauvaise foi, d'une grande malhonnêteté intellectuelle que de soutenir le contraire. Mais ce n'est pas du tout indispensable dans le contexte qui est le nôtre, dans un contexte de retour à l'ordre constitutionnel. On a un fichier, on engage la révision du fichier électoral et la mise en place de l'OGE. On sait faire des élections dans ce pays. L'UFDG a une expertise électorale qu'elle pourrait partager si les acteurs étaient de bonne foi. C'est plutôt l'opportunité, monsieur. Comme le disent ici les anglo-saxons, timing is everything and is not the right time pour ça. C'est vraiment pas le bon moment pour entreprendre un RAVEC. Et tout le RAVEC justifierait inéluctablement un glissement. Et de même, autre manœuvre dilatoire ou autre élément, ce sont les 600 millions de retour à l'ordre constitutionnel que vous avez plusieurs fois dans vos locaux sur lesquels vous êtes plusieurs fois revenus. Ça pose plusieurs éléments très importants. Il faut que vos auditeurs le sachent. Est-ce que déjà c'est la cagnotte du CNRD pour aller à la retraite? Est-ce que c'est le prix à payer pour le retrait de la junte guinéenne? Est-ce que c'est la rançon imposée au peuple de Guinée aux tâches de la cupidité de ces militaires de bureaux climatisés? Les questions se posent. Mais déjà, moi j'aimerais revenir sur cette aberration-là. Comment expliquer le caractère exorbitant et farfelu de ce budget? Il faut faire un lien indispensable, fondamental, entre les ressources annuelles de l'État et la capacité de l'État à modifier ses fonds. Je m'explique. 600 millions de dollars, c'est combien des recettes attendues pour l'année 2023? On est à 20% des recettes attendues pour l'année 2023. Donc, autant dire qu'avec le déficit du budget, l'État ne pourra quasiment rien mobiliser de ce montant. Et en plus, vous savez que ces 600 millions de dollars représentent autant tout ce que nous avons reçu comme dons des différents bailleurs sur 5 ans, entre 2017 et 2021. Et ça s'élève à 640 millions de dollars en 5 ans. Donc, comment, dans ces conditions, en plus du contexte exceptionnel, comment est-ce qu'on veut que quelqu'un donne à la Guinée en une année ou deux ce qu'on a pu mobiliser en 5 ans dans un contexte normal? Un peu de sérieux quand même. Et en plus, venant de la part de souverainistes panafricanistes 2.0 jaloux de leur souveraineté, je pense qu'il faut quand même à un moment donné être sérieux. Et aussi dire, et je terminerai là-dessus sur ce point, la Guinée n'a jamais reçu un montant aussi important en une fois. En dehors des 750 millions reçus de Rio Tinto soit Alpha Condé. Donc comment raisonnablement on peut bâtir un tel budget connaissant l'état de nos finances publiques, si ce n'est le fait de nourrir des manœuvres dilatoires et de faire perdurer, de s'accrocher au pouvoir aussi longtemps que possible. Alors, Emmanuel Milimono, pour évoluer. Madame Nadia, à vous entendre, on a comme l'impression que pour vous, ce chronogramme, il est vaste parce que vous avez évoqué la lettre que vous avez adressée, le mémorandum que vous avez adressé à la CEDEAO. Est-ce que ça veut dire que vous redoutez aujourd'hui le spectre d'un glissement de calendrier par rapport aux 24 mois actés avec la CEDEAO? Et pour vous, est-ce que c'est possible, cet éventuel glissement peut reflète en quelque sorte une volonté de confiscation du pouvoir? Oui, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sur le fait que l'arrivée au pouvoir de la junte guinéenne le 5 septembre n'a pas ouvert une transition dans notre pays. Détrompons-nous. L'arrivée au pouvoir de la junte guinéenne marque plutôt la continuité d'un régime autoritaire qui entend s'accrocher au pouvoir aussi longtemps que possible. La solution de sortie de crise, monsieur Emmanuel, que l'on propose, il faut sortir le RGPH et le RAVEC du chronogramme et opter pour une révision classique du fichier. C'est important. On renonce à faire organiser les élections par le MATD parce que c'est bien beau de dire dans le préambule d'une charte qui nous a été imposée que la Guinée réaffirme son attachement aux valeurs de la charte de la charte africaine et de tous ces textes-là et ne pas les respecter.
Donc il faut agir en conformité avec les normes de la CEDEAO de l'Union africaine et exiger un organe de gestion des élections consensuelles et indépendant. Ce n'est pas au MATD d'organiser les élections. Et recruter un opérateur technique spécialiste de la biométrie pour aider cette CENI dans la révision du fichier, demander au PTF. Parce que, monsieur Emmanuel, pourquoi les partenaires techniques et financiers sont aussi frileux à mettre la main dans la poche? Et ils voient que ce qui se passe n'est pas sérieux. Bien. Ce qui se passe n'est pas sérieux. Comment est-ce qu'ils mettront la main à la poche s'ils ne voient aucune volonté et qu'on assiste à des manœuvres dilatoires s'il là? On va aller assez vite, Talibé Bari. Alors, autre question qui a alimenté justement le brasier en tout cas des commentaires tant chez les acteurs de la société civile que ceux de la classe politique, c'est la nomination annoncée des conseils de quartier et de district par les gouverneurs de région. Madame Nadia. Écoutez, monsieur, je pense que vous l'avez dit, monsieur Cabinet Fofana, je l'ai lu sur RFI, il a très bien expliqué dans quelle mesure cette décision de nomination des membres des conseils de quartier par les gouverneurs de région violait le code électoral et le code des collectivités locales. C'est une atteinte grave à la démocratie locale et notamment au principe de libre administration de ces collectivités locales-là. Et ce qui est aberrant, je m'adresse aux juristes sur votre plateau, c'est que cette décision intervient par décret. Un décret qui, dans la hiérarchie des normes, ne peut pas modifier une loi, de surcroît, une loi organique. Quand je vous dis que cette gente a un incroyable talent, croyez-moi, c'est bien le cas, quoi. Non, c'est voilà. Extrêmement grave et elle n'est pas isolée, cette décision-là. Et on sait à quel point ces membres sont de précieux auxiliaires de fraude. On l'a vu, on l'a expérimenté. Et aussi, voilà, votre question aussi en cachait sans doute une autre, celle de la dissolution des conseils communaux pour les remplacer par des délégations spéciales. À l'expiration du mandat des élus locaux, messieurs, madame, ceux-ci restent en fonction jusqu'à l'organisation de la prochaine élection. Aucun texte ne dit qu'il faut remplacer les élus locaux par une délégation spéciale après l'expiration de leur mandat. Je vous l'ai dit, on a 84 articles dans la charte de la transition. Si le temps nous le permettait, on se serait arrêté sur chaque article, mais bon, je comprends les contraintes qui sont les vôtres aussi. Voilà. Puisque vous êtes justement très attaché au droit, à la loi, et on ne peut pas ne pas s'attarder sur, en tout cas, le travail de la CRIEF qui, depuis sa mise en place, en tout cas, poursuit beaucoup d'anciens dignitaires, Kassouri Fofana et autres. Il y a eu beaucoup, justement, de décisions permettant la mise en liberté de ces hauts cadres du régime Condé, lesquelles décisions de mise en liberté ont été systématiquement attaquées et en tout cas bloquées par le procureur près la CRIEF. Quelle lecture faites-vous justement du travail de la CRIEF, puisque ça fait partie du bilan du CNRD? Oui, tout à fait. Vous avez raison. Il faut en parler. Moi, je pense que l'UFDG, en tant que parti politique, se bat aussi pour l'indépendance de la justice, quelles que soient les circonstances, quels que soient les hommes, quoi qu'ils aient fait. Donc je pense que là, il faut qu'on se batte pour préserver la présomption d'innocence, les droits de la défense et les droits à un procès libre et équitable. Il ne s'agit pas de défendre Kassouri ou quiconque, mais à un moment donné, je pense qu'on a affaire à des affaires qui sont basées sur des préjugés plutôt que sur des preuves tangibles. Qu'est-ce que la CRIEF a fait? Elle a d'abord arrêté avant de collecter les preuves. On en est là dans une situation terrible, mais il faut dire aussi qu'on est dans ce coup d'État-là en raison des agissements des personnes qui y sont. Donc c'est très regrettable, mais à l'UFDG, nous avons une position claire, nous nous en tenons au respect des principes, hein, et c'est une violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense, ça c'est certain. Il n'y a pas, à mon niveau, grand-chose à ajouter à cet aspect-là. Le grand retour et le grand oral de Naman Nadia, qui est donc chef de cabinet du président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. En parlant bien entendu de Cellou Dalein Nadia, alors quand est-ce qu'il compte rentrer? En fin de compte, on sait qu'il y a les préparatifs et tout le reste. Est-ce que déjà vous avez une date qui est fixée? Écoutez, je vois que le retour, pardonnez-moi, du président Cellou Dalein Diallo vous taraude l'esprit et que vous avez hâte de le voir. Il y a un empressement, un enthousiasme, je le conçois tout à fait. Mais laissez-moi vous dire ceci, Cellou Dalein Diallo est un citoyen averti.
Il est sorti régulièrement de la Guinée, il rentrera régulièrement en Guinée, clandestinement, et il rentrera quand il estimera nécessaire de rentrer. Mais il faut comprendre qu'il y a un ensemble de circonstances qui rendront inéluctable son retour au pays. Donc aussi enthousiaste et pressé que vous soyez de le revoir, laissez-moi vous apporter l'assurance qu'il reviendra et il rentrera par la grande porte. Ayez-en l'assurance, et en attendant, le parti est à pied d'œuvre, mobilisé dans les différents comités de base, dans les sections, dans les fédérations. On sensibilise, on se prépare pour les prochaines échéances électorales et on travaille. L'UFDG est au travail, contrairement à ce que certains semblent penser. Bien, oui, madame, par rapport au retour de Cellou Dalein Diallo, on est bien d'accord qu'il va finir par rentrer, mais la question est de savoir quand est-ce qu'il va se résoudre à rentrer. Est-ce que ce sera après la fin de la transition ou ce sera avant? Je suis désolée de vous recevoir, madame. Je ne changerai pas d'un iota de ce qui a été dit. Il rentrera et le calendrier vous sera communiqué. FIM FM étant un média et en droit de citer à Conakry, vous serez parmi les premiers à notre informer. Je vous en apporte l'assurance. Elle est assez prudente là-dessus. Ça, il faut le comprendre. Oui, Ibrahim Alain Konsouma, avant-dernière question. Oui, madame Nadia, en parlant de l'UFDG, nous savons que ces derniers temps, l'atome n'est pas crochu entre le parti et Ousmane Gawal, qui dit des choses du parti, qui estime que les dirigeants actuels de l'UFDG ne sont pas légitimes à cause de la tenue du congrès et tout ce que vous savez. Il est même candidat à challenger contre Cellou Dalein Diallo. Comment, personnellement, vous analysez toute cette situation autour de Cellou Dalein Diallo? Et le parti, désormais, est résolu aussi à répondre le coup contre tout ce que dit le ministre Ousmane Gawal. Monsieur Souma, je vous remercie pour cette question. Je pense que c'est une insulte aux Guinéens que de revenir sempiternellement sur un individu d'un tel acabit. Mais bon, puisque vous insistez, en 30 secondes, très rapidement. Ce monsieur relève du passé pour nous. Sa page est définitivement tournée à l'UFDG. On a des choses bien plus importantes à faire que de répondre à quelqu'un qui a été exclu de notre formation politique en toute régularité et pas à l'organe compétent. Cela dit, laissez-moi partager avec vous ce qui me chagrine pour mon pays. Ce qui est gênant et ce qui est éminemment fâcheux, c'est le fait pour un ministre de la République, porte-parole qui plus est, d'utiliser sa tribune de porte-parole dans le gouvernement, censé se tenir à équidistance de tous les partis politiques et pour attaquer la principale formation du pays. Ce qui est anormal, monsieur Souma, c'est qu'un gouvernement de transition qui n'est candidat à rien du tout, laisse celui qui porte sa parole passer tout son temps à dénigrer la principale formation politique du pays, mais c'est quand même aberrant. Et permettez-moi, l'élan de générosité que l'on découvre soudainement à ce monsieur interpelle à plus d'un titre. C'est très très révélateur au fond du système de gouvernement du CNRD, fondé sur la gabégie, le favoritisme, la distribution illégale de fonds publics. Où sont les réalisations d'Ousmane Gawal? Utiliser les biens publics pour sa promotion personnelle, utiliser les fonds de l'État pour faire sa propre campagne. Ça reste pénalement répréhensible. Bien. Et je vous fais la promesse qu'il aura à rendre compte dans un avenir proche de tout ceci. Il fait partie donc du passé de l'UFDG. Alors avec le recul et tout le tableau que vous venez assez sombre de la gouvernance CNRD, sachant que vous avez quand même adoubé le coup d'État. Et quand on fait une étude comparative de la situation au Gabon, on a l'opposant censé avoir gagné les élections, Albert Ondo Oussa aujourd'hui, qui malgré que l'armée les a débarrassés d'Ali Bongo, réclame sa victoire. Et c'était pratiquement la même chose pour vous en 2020. Est-ce que vous regrettez ne pas avoir tout simplement, après le coup d'État du 5 septembre 2021, continué à réclamer votre victoire, comme Cellou l'avait fait un peu plus tôt en se disant être élu, que d'avoir adoubé ce coup d'État du 5? Rien de rien, nous ne regrettons rien, monsieur, comme disent les paroles de la chanson que vous connaissez, à adoubé. J'aimerais revenir sur le terme adoubé. Rappelez-vous de cette formule de Cellou Dalein Diallo. Je fais confiance à Mamadi Doumbouya jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve du contraire. Mais s'il fallait se réjouir encore et le refaire, on se serait réjoui. Qu'est-ce qu'on a célébré? On a célébré la fin d'une période néfaste pour la démocratie. Et on a célébré le fait de l'avènement d'un régime qui voulait tourner le dos aux erreurs du passé.
qui voulait tuer l'ethnie, qui voulait faire la mort à la Guinée, entre autres, qui voulait réconcilier les Guinéens. On n'a même pas eu le temps de parler de ces assises qui sont un échec. Peut-être vous aurez l'opportunité de m'inviter pour en parler. Bien. Donc là, effectivement, c'est un fiasco. Mais j'aimerais, parce qu'il faut à un moment donné, j'ai fait l'autonomie, mais il faut parler des perspectives aussi. Il faut parler de ce que l'on souhaite pour cette transition, si vous permettez de terminer par cette note-là. Vous savez que Cellou Dalein Diallo n'est pas un homme mu par l'animosité. Malgré la dénonciation de toutes les dérives qui assombrissent la transition, il n'en veut pas à la personne de Mamadi Doumbouya. C'est pas ce qui l'intéresse, c'est la gestion. L'alerte que nous lançons, que le président Cellou Dalein Diallo lance à Mamadi Doumbouya, c'est de retrouver le sens perdu de la transition, celui du retour à l'ordre constitutionnel. Donc le président Doumbouya doit refuser cette trajectoire qui le détourne du retour à l'ordre constitutionnel et retrouver son inspiration de sa profession de foi. Et c'est important pour que la Guinée retrouve la sérénité souhaitée. Il faut se retrouver autour de la table et dialoguer, mais attention, le dialogue doit être sincère, représentatif et inclusif. On ne peut pas parler de dialogue, instruire et exclure les forces représentatives du pays et prétendre que celui-ci est inclusif et représentatif de la majorité du peuple. Donc soyons sérieux, faisons-le parce que nous n'avons qu'une seule Guinée. Et est-ce que Cellou Dalein parle au téléphone avec Mamadi, tout au moins? Non. Pas du tout. Non. Pas du tout. Et Cellou Dalein, il est très à cheval sur le mot d'ordre de demain pour la mobilisation de l'opposition, c'est ça? Oui, tout à fait, absolument. Là encore, nous sommes tout à fait disposés. Et effectivement, ça, c'est un mot d'ordre que nous avons lancé, que nous soutenons dans le cadre des forces vives de Guinée pour la rectification, de cette transition. Que ça doit être pacifique. Est-ce que Cellou Dalein insiste que ça doit être pacifique? Mais c'est une lapalissade, que de le dire. Enfin, ce sont des manifestations pacifiques et républicaines et citoyennes auxquelles nous en appelons. Et peut-être que vous me permettrez de dire un mot sur les manifestations. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la bonne réponse, il faut se poser la bonne question. On passe toujours à côté de l'essentiel quand il est question des manifestations. Quelles sont les causes des manifestations ? Est-ce qu'elles sont évitables? À un moment donné, est-ce qu'on a besoin d'avoir des manifestations violentes dans notre pays? Voilà, il y a autant de questions comme ça auxquelles les réponses sont pourtant simples, parce que la violence observée pendant ces manifestations-là résulte des violations de la loi par les dépositaires de l'autorité de l'État, ceux-mêmes qui sont censés encadrer ces manifestations. Donc ça aussi, il faut le marteler. Nadia Naman, toute dernière question alors. Madame, je reviens toujours par rapport au cadre de dialogue. Que faut-il aujourd'hui pour que l'UFDG et les forces vives de Guinée apportent au moins quelque chose à ce cadre de dialogue que la Guinée aussi a besoin? Oui, c'est une très bonne question, monsieur, parce que nous avons toujours été ouverts au dialogue et nous le souhaitons. Par contre, pas à n'importe quelle condition. À un moment donné, ce que l'on veut, c'est que que le seul moyen de sortir la Guinée, je l'avais dit, c'est qu'on veut aller à un dialogue, mais il faut que ce dialogue-là se fasse en présence des forces représentatives. Sous la présidence de la CEDEAO, avec nos partenaires traditionnels du G5, qui ont toujours travaillé et accompagné la Guinée par des missions d'observation électorale, par une assistance et tout. Donc, on demande, parce que il faut un cadre juridique et réglementaire pour l'organisation des élections, et il faut réunir les conditions matérielles. Et pour cela, la recette, elle est là, elle est simple, elle est applicable, pour peu que nos interlocuteurs en fassent preuve de bonne foi. Voilà, Nadia Naman, la très loquace et bouillante chef de cabinet de Cellou Dalein Diallo, ce n'était que, si vous voulez, le coup d'envoi de sa prise ou reprise de parole sur la place publique. À d'autres occasions, nous vous aurons dans nos différentes émissions pour analyser l'actualité sociopolitique. Merci Nadia. Je l'espère vivement. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés. Merci infiniment à vous aussi, messieurs les journalistes, madame aussi. Merci beaucoup. Madame Diarra Guirassi, bien sûr, mademoiselle. Une petite virgule et puis on revient avec notre prochaine invité.